Bonsoir à tous et bienvenue dans notre magazine Planète Locale, le magazine environnement de la rédaction. Et on se retrouve aujourd'hui en forêt, dans l'une des plus grandes forêts de la région, la forêt de Mormal qui se situe dans l'Avesnois. Et cette fois-ci, pour en parler avec nous en plateau, nous avons Vianney Fouquet. Bonjour, vous êtes le guide nature du conservatoire de Bailleul, le conservatoire botanique. Et puis à notre côté également, Églantine Puel, journaliste chez Terre et Territoire. Tout à l'heure, on parlera d'un agriculteur spécialisé dans la chicorée bio. Mais d'abord, on va faire un point sur les chiffres de cette fameuse forêt de Mormal. 9000 hectares de superficie, 250 km de routes et de chemins forestiers pour pouvoir s'y aventurer. Ça en fait le plus grand massif forestier du Nord-Pas-de-Calais. Alors, une question d'abord sur la particularité de cette forêt. On parle d'une forêt en un seul bloc. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour cette forêt ? Oui, c'est une forêt qui existe déjà. Je tiens quand même à rappeler depuis un certain temps, et ça c'est la particularité des forêts de la région. On a assez peu de forêts dans les Hauts-de-France, puisque 15% de la surface de la région est dédiée aux forêts, mais la plupart de nos forêts sont anciennes et donc d'une qualité écologique assez chouette, quoi. Ces espaces ont été préservés en fait devant l'expansion en fait des terres agricoles. Ouais, tout à fait. Ils ont été notamment préservés pour la pratique de la chasse et de la chasse à courre. Donc finalement, les souverains sportifs ont créé sur un malentendu un peu élitiste l'un des premiers programmes de conservation au monde. On parle de la forêt de Mormal, mais dans le sud des Hauts-de-France, on a la forêt de Compiègne, la forêt d'Alatte, la forêt de Chantilly. On a là l'un des plus beaux continuums forestiers qu'on trouve dans la région. Oui, sans le savoir, ils ont permis de préserver ces forêts qui sont très anciennes. Mais s'il y a des forêts anciennes, ça veut dire qu'il y a des forêts récentes, j'imagine. Oui. Enfin, ça veut dire quoi une forêt récente ? Ça apparaît comment une forêt récente ? Tout dépend ce qu'on entend par ce qu'on met derrière la définition d'une forêt. La forêt, c'est plus qu'un boisement. La forêt, c'est un écosystème qui est qualifié de complexe. C'est même un monde à part entière, c'est plus qu'un milieu naturel, c'est un cosmos presque. On entre en forêt comme on entre dans une cathédrale, on va pas au parc, on entre en forêt, donc ça veut tout dire. À l'échelle française, les boisements ont tendance à prendre de plus en plus de place, notamment suite à la déprise agricole. Et notamment ces arbres, concernant la forêt de Mormal, on en trouve deux espèces principales, il y a les hêtres et puis les chênes. Il y en a un des deux qui a une particularité, c'est qu'il est arrivé en second temps en fait, et vraiment apporté par l'humain. Ouais, c'est ça. Si l'homme n'était pas intervenu, la forêt de Mormal serait essentiellement composée de hêtres. Ce sont les hommes qui ont récupéré des glands dans les bocagères de l'Avesnois pour enrichir le massif forestier de Mormal avec des chênes pédonculés. Elle en avait besoin particulièrement à une certaine époque ? C'est pas qu'elle en avait besoin, c'est que l'homme a aussi compris qu'avoir des chênes en forêt c'était pratique parce que le chêne produit des glands et puis qu'avec le gland on peut faire pas mal de choses, de la farine, on peut nourrir le bétail, les animaux domestiques aussi. Et vous le disiez, il n'y a pas que des arbres en forêt, il y a aussi d'autres choses. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre par exemple dans la forêt de Mormal qui mérite notre attention ? On trouve des mares forestières, on trouve des clairières qui prennent un peu plus de soleil et qui vont attirer des espèces qui justement ont besoin d'un peu plus de lumière. On trouve des layons, on trouve des lisières. C'est le principe des poupées russes, en fait, la forêt. C'est pour ça que je parlais d'écosystèmes complexes. Et en ce moment, on trouve aussi, et c'est le moment d'aller se balader en forêt le printemps, on trouve oui, parce qu'il y a les tapis de plantes herbacées, les plantes des sous-bois, l'anémone sylvie, on peut citer l'ail des ours, on peut citer les jacinthes, qui font que la nature nous sourit. Et puis il y a un animal qui justement raffole sûrement de ces herbacées, c'est le cerf. Et c'est un lieu propice, la forêt de Mormal, pour pouvoir écouter le brame du cerf à une période particulière justement ? Oui, mois de septembre, mi-septembre, fin septembre. Effectivement, c'est la dernière forêt du Nord-Pas-de-Calais où on trouve des cerfs. On valorise souvent le cerf comme étant le roi de la forêt. Au départ, le cerf, c'est quand même un animal de plaine qui s'est réfugié en forêt pour fuir un petit peu l'être humain. En forêt, en ce moment, il y a aussi beaucoup de chevreuils qui sont plus gourmets que le cerf et qui vont sélectionner attentivement chacun de leurs produits. Gourmet, c'est-à-dire, en fait, ils vont sélectionner vraiment un type de nourriture, de plantes. Le cerf broute comme une vache. Okay. Un peu de tout. C'est un peu caricatural. Le chevreuil, lui, chez le chevreuil, il y a une culture de la botanique. À l'âge de 2 mois, un faon a déjà goûté à plus de 30 espèces de plantes différentes, en suivant la femelle, sa mère, dans ses pérégrinations, le long des lisières et dans les clairières forestières. On peut voir d'autres types d'animaux, des oiseaux ou même d'autres animaux, d'autres mammifères ? Oui. C'est aussi pour ça que la forêt, c'est un milieu qui nous fascine.
parce que c'est le milieu des grands mammifères. Voilà. Donc on peut retrouver les sangliers, on peut retrouver les blaireaux, les oiseaux évidemment. Et je le répète, allez vous balader en forêt en ce moment parce que les oiseaux font chanter la nature, hein, littéralement. On va retrouver des insectes, aussi beaucoup de coléoptères qui dépendent, et on en parlait tout à l'heure, hein, de la présence du bois mort, justement, pour accomplir leur cycle de vie. Et puis, dans ce groupe-là aussi, j'avais noté la présence du chat forestier. Alors, Oui. en quoi ça consiste? C'est quoi la différence avec un chat domestique, en fait, ces deux espèces? Le chat forestier, c'est le chat sauvage, on l'appelle aussi chat sauvage, donc qui est sauvage, contrairement au chat domestique, qui est forestier, mais qui ne l'est pas tant que ça. Il va aussi s'aventurer parfois dans les prairies qui cernent la forêt, notamment pour aller chasser. C'est une espèce emblématique qui témoigne encore une fois de l'ancienneté et de la naturalité des forêts que l'on peut rencontrer dans la région. Et en termes d'entretien, on parle beaucoup de l'entretien, en tout cas de la préservation des espaces naturels. Comment ça s'entretient une forêt? Est-ce que ça s'entretient? D'un point de vue écologique, non. La forêt n'est pas censée s'entretenir. Et justement, malheureusement, on a un peu tendance, en tant qu'être humain, à l'exploiter avant qu'elle arrive à sa phase de sénescence. C'est quoi la phase de sénescence? C'est la phase de vieillissement de la forêt. Voilà. Parce que, je ne sais pas si j'ai dit le chiffre tout à l'heure, mais 25% des espèces forestières, un quart, dépendent de la présence du bois mort pour accomplir leur cycle de vie. Mais ce sont des arbres aussi qui vont servir toute la filière bois de la région. Donc il faut trouver un juste milieu finalement entre les deux. C'est l'un des enjeux autour de la gestion de nos forêts. C'est qu'à la fois on est sur un enjeu économique, un enjeu biodiversité, on est sur un enjeu sociétal aussi, la forêt loisir, la forêt récréative. La forêt, c'est la maison de notre enfance à l'échelle d'une vie humaine, parce que c'est le milieu naturel des contes de notre enfance, mais aussi à l'échelle de l'humanité, parce qu'on descend des grands singes arboricoles. Et donc, quand on retourne en forêt, on retourne quelque part dans la maison de notre enfance, quoi. Et à l'échelle climatique aussi, il y a un enjeu forcément, même si on préserve ces forêts, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer leur pérennité avec l'augmentation de la température, par exemple? Oui, alors la forêt, c'est souvent le milieu naturel qui est considéré comme étant le puits de carbone parmi tous les milieux naturels de la région, voire du monde. Donc il faut les faire grandir continuellement. En trouvant l'espace disponible. On vit dans les Hauts-de-France où la pression agricole est quand même très importante. Il ne faut pas oublier le rôle des prairies dans le stockage du carbone. Une prairie, ça stocke autant de carbone qu'une forêt. C'est juste que les prairies stockent le carbone plutôt au niveau des racines, quand les arbres des forêts le stockent dans leurs troncs et leurs branches. Ça nous fait plein d'informations en tout cas, donc on pourra utiliser pour profiter évidemment de ces forêts. C'est l'occasion, il fait beau, il faut y aller. Merci beaucoup Vianney Fouquet pour votre présence sur notre plateau. On se retrouve le mois prochain pour notre dernière balade ensemble et on parlera de la nature en ville. Tout de suite, c'est l'heure de l'actualité avec Terre et Territoire. Églantine, vous nous parlez d'un certain Emmanuel Dervaux. C'est l'un des derniers producteurs de la région à faire de la chicorée bio. Et oui, Emmanuel qui est installé à Carouble et qui fait de la chicorée bio depuis bien longtemps. Et son père en faisait avant lui des années 80. Il était donc un pionnier. Aujourd'hui, son fils est donc l'un des derniers. Et c'est un des derniers à avoir une sécherie également, ce qui était monnaie courante à l'époque. Et c'est aussi surtout la chicorée, une des dernières cultures qu'il fait en bio, Emmanuel Dervaux, puisque c'est devenu de plus en plus compliqué pour lui. Mais il a décidé de préserver cette culture emblématique du Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, son parcours, son portrait, ce sera à découvrir justement dans cet article du site Terre et Territoire. Merci beaucoup, Églantine Puel. Demain, dans votre assiette, pour votre prochain magazine, direction le restaurant gastronomique Le Cerisier à Lille. Et on espère y avoir de la langoustine en plateau avec le chef Louis Boutroy.